Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur le contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les formalités obligatoires, les clauses contractuelles du contrat à durée déterminée. Ce sont bien entendu des éléments indispensables pour garantir la conformité avec le droit du travail français et corrélativement éviter les risques de requalification en CDI. Donc nous allons voir ensemble ces éléments essentiels à inclure dans chaque CDD. Premier point sur lequel je souhaite insister et attirer votre attention, c'est l'importance de cette conformité. S'il manque certaines mentions dans le cadre de la rédaction du CDD, la sanction peut être très contraignante pour l'entreprise puisqu'il y a ce qu'on appelle un risque de requalification en CDI avec une présomption que l'on qualifie d'irréfragable du seul fait que les mentions obligatoires n'ont pas été intégrées dans le CDD. Présomption irréfragable, cela signifie très concrètement que l'on ne peut pas apporter la preuve contraire. Autrement dit, vous avez par exemple conclu un CDD pour le remplacement d'un salarié absent. Vous avez un vrai motif de recours au contrat à durée déterminée. Votre salarié est véritablement absent et vous avez besoin de le remplacer. Donc vous êtes en droit de conclure ce type de contrat. Cependant, si jamais vous rédigez mal le contrat et notamment le motif de recours, par exemple, vous omettez de mentionner la nécessité de remplacer un salarié absent, voire même vous mentionnez la nécessité de remplacer un salarié absent, mais vous n'indiquez pas le nom du salarié remplacé, vous n'indiquez pas les dates d'absence. Alors le seul fait que le contrat ait été mal rédigé fera jouer cette présomption irréfragable de requalification, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas la possibilité de rapporter la preuve que vous étiez dans votre droit pour conclure un CDD. Donc l'objectif de respecter cette conformité, c'est bien évidemment d'éviter ces risques de requalification et puis de façon plus large d'éviter les risques de contentieux prud'homaux. Nous allons maintenant détailler les différentes mentions obligatoires à intégrer dans un contrat à durée déterminée qui, je le rappelle, doit être formalisé par écrit. Pour être valide et ne pas être mis en cause, ne pas être qualifié, le CDD doit absolument contenir certaines mentions. Première mention que l'on retrouve systématiquement, c'est bien entendu l'identité des parties, identité du salarié, mais également de l'employeur. Donc pour le salarié, il convient à minima d'indiquer les noms, prénoms et adresses. Personnellement, je pense qu'il est utile d'ajouter les dates et lieux de naissance ainsi que le numéro de sécurité sociale qui présente l'intérêt d'être unique, ce qui fait que cela évite tous les risques d'homonymie. Pour l'entreprise, pour l'employeur, il est utile de mentionner la dénomination sociale, la forme et le capital social, le siège social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit bien entendu d'une société commerciale, et puis, très important, la signature, enfin plutôt le nom de la personne habilitée à signer le contrat au nom et pour le compte de l'employeur de l'entreprise. Ensuite, mention essentielle dans le contrat à durée déterminée, le motif de recours. Il est indispensable que le motif de recours soit clairement indiqué, que ce soit pour le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité ou un emploi saisonnier. C'est vraiment un des éléments les plus importants du contrat parce que le motif mal précisé peut entraîner des sanctions pour l'employeur. À titre d'exemple, un cas assez fréquent pour le remplacement du salarié absent. Il ne suffit pas de mentionner que le CDD a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent. Il est important, indispensable d'indiquer le nom, prénom du salarié remplacé, les dates d'absence du salarié remplacé, son poste, le motif de l'absence du salarié remplacé et lié au poste même, je reviens un petit peu en arrière, la qualification du salarié remplacé. S'il est possible, au niveau des dates d'absence, bien entendu, mettre la date prévue pour le début de l'absence et puis la date de fin d'absence si vous la connaissez. S'il s'agit d'un contrat pour accroissement temporaire d'activité, il ne suffit pas de se contenter de mettre accroissement temporaire d'activité ou surcroît temporaire d'activité. Il faut indiquer la nature de ce surcroît temporaire d'activité, quelle est la production qui augmente, pour quelle période cette augmentation par exemple est prévue. S'il s'agit d'une commande exceptionnelle à l'exportation, indiquer de quelle commande il s'agit. C'est vraiment un des éléments essentiels du CDD. Il est également utile et indispensable d'indiquer dans le contrat le poste qui va être occupé par le salarié en CDD, poste et qualification.
Ensuite, la durée du contrat, avec la mention, bien entendu, de la date du début, de la date de prise de poste, mais aussi de la date de fin. Si le contrat est à terme précis, on mentionne cette date. Si le contrat est à terme imprécis, il faut spécifier l'événement qui mettra fin au contrat, par exemple le retour du salarié remplacé, et il faudra indiquer la durée minimale du contrat. Il faut indiquer également dans le contrat la rémunération, incluant le salaire de base, les primes éventuelles et les avantages en nature. Sans ces mentions, et notamment les mentions relatives au motif de recours qui doit être vraiment précisément rédigé et à la durée du contrat, il y a un risque de requalification en CDI avec toutes les conséquences juridiques et surtout financières que cela implique. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, le motif de recours doit être rédigé avec une très grande précision. Je vous renvoie au développement oral que j'ai fait sur le précédent slide, mais c'est vraiment extrêmement important pour éviter tout risque juridique. Donc, s'il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité, mentionnez la nature du surcroît temporaire d'activité et les dates, éventuellement si vous les connaissez, de ce surcroît ou de la prévisibilité de la durée de ce surcroît d'activité. S'il s'agit du remplacement d'un salarié absent, il faut mentionner non seulement qu'il y a un remplacement d'un salarié absent, mais les noms, prénoms du salarié remplacé, les postes et qualifications du salarié remplacé, les dates prévisibles d'absence du salarié remplacé, l'objectif étant de permettre, en cas de contestation du motif de recours au CDD, de pouvoir procéder aux vérifications. Autrement dit, si jamais, on va prendre l'exemple d'un salarié en CDD qui contesterait et demander une requalification du contrat en CDI, s'il a été recruté pour remplacer un salarié absent, il va falloir pouvoir établir que le salarié était bien absent pendant la période du CDD, procéder à des recoupements. Donc, la précision dans la rédaction du motif est aussi protectrice pour l'employeur dans la mesure où elle lui facilitera la preuve a posteriori du bien fondé du motif de recours au CDD. Passons maintenant à la mention concernant la durée du contrat. Si le CDD est à terme précis, il est obligatoire d'indiquer la date de fin, par exemple, contrat du 1er janvier au 31 décembre 2024. Si votre CDD est à terme imprécis, il n'y aura bien entendu pas de terme mentionné au contrat, si ce n'est le terme imprécis, c'est-à-dire l'événement entraînant la fin du contrat, et il sera en plus de ce terme imprécis obligatoire de mentionner la durée minimale du contrat. L'exemple que je donne tout le temps, c'est remplacement d'un salarié en arrêt maladie. Vous choisissez d'opter pour un CDD à terme imprécis. Dans ce cas, le terme mentionné sera le retour du salarié remplacé et vous allez indiquer une durée minimale qui peut être la durée du premier arrêt maladie. Dans ce cas-là, le fait de recourir au terme imprécis, ça évitera les renouvellements de CDD, voire la conclusion de plusieurs CDD successifs. Ça peut être utile dans une petite structure pour diminuer, on va dire, la lourdeur des tâches administratives liées à la gestion du CDD. Il est aussi possible, dans un cas comme celui-ci, de choisir de faire un CDD à terme précis. C'est vraiment au libre choix de l'employeur. Nous allons maintenant aborder les clauses spécifiques au contrat à durée déterminée. Par clause spécifique, qu'est-ce que nous entendons? Il s'agit de clauses qui ne présentent pas un caractère obligatoire, mais si l'on se place du côté employeur, de clauses qu'il est fortement conseillé d'inclure dans le contrat. Première clause importante, la période d'essai. La définition de la période d'essai est exactement la même que l'on se situe dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI. Je pense que vous le savez, il s'agit d'une période qui se situe au début de l'exécution du contrat et pendant laquelle aussi bien l'employeur que le salarié peut rompre le contrat facilement, c'est-à-dire sans avoir à respecter de procédure particulière et sans avoir à justifier d'un motif. Sans avoir à justifier d'un motif, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas de motif, notamment pour l'employeur. Et si contestation de la rupture il y a devant le Conseil des prud'hommes, il est bien évident que l'employeur doit pouvoir justifier d'un motif inhérent à la personne du salarié, puisque la rupture de la période d'essai pour une raison économique, pour un motif économique, n'est pas admise. De même, par exemple, il n'est pas possible de rompre une période d'essai pour une raison qui présenterait un caractère discriminatoire. Au niveau des spécificités de la période d'essai dans le cadre du CDD, la spécificité concerne la durée de cette période d'essai. Ce que prévoit le Code du travail, c'est que la durée maximale de la période d'essai est de 1 jour par semaine travaillée
dans une limite maximale de 2 semaines si le contrat a une durée inférieure ou égale à 6 mois. Et si le contrat a une durée strictement supérieure à 6 mois, la durée maximale légale est de 1 mois. Ceci étant, il convient quand même de vérifier la convention collective puisqu'elle peut toujours prévoir une durée inférieure. Seconde clause qu'il est possible d'inclure dans le contrat à durée déterminée, c'est la clause de renouvellement. Il est même imposé de l'inclure si l'on souhaite pouvoir éventuellement renouveler le CDD. Bien entendu, la clause doit prévoir les conditions du renouvellement, rappeler les conditions légales, à savoir 2 renouvellements maximum et il n'est pas possible de dépasser la durée maximale du contrat en additionnant durée du contrat initial et durée du ou des renouvellements. Ensuite, troisième clause qu'il est possible, c'est un simple rappel. Il est possible de rappeler dans le CDD les conditions de rupture anticipée du contrat de travail, comme la faute grave ou encore l'accord mutuel entre l'employeur et le salarié. Dernier point concernant la formation du CDD, qui ne concerne plus le contenu du contrat mais le formalisme à respecter, c'est l'obligation bien entendu de rédiger le contrat à durée déterminée par écrit et de remettre ce contrat au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche. Alors pour rappel, la notion de jour ouvrable est très précisément définie en droit du travail. Les jours ouvrables courent du lundi au samedi à l'exclusion des jours fériés. Donc à compter du moment où le salarié a pris le poste, il faut bien entendu respecter ce délai de 2 jours ouvrables. Un point important, la sanction applicable en cas de non-respect de ce délai n'est plus systématiquement la requalification en CDI, puisqu'il est expressément prévu dans le Code du travail que la violation de ce délai n'entraîne plus à elle seule cette requalification. Il peut y avoir requalification s'il y a d'autres manquements, par exemple un motif de recours qui ne serait pas mentionné ou qui serait absent, mais le non-respect de ce délai ne suffit plus à lui seul. Ensuite, il est aussi important que le contrat soit signé par les 2 parties, l'employeur et le salarié. Pour plus de sécurité, moi ce que je conseille toujours, dans la mesure du possible pour l'employeur, c'est de s'assurer de la signature du contrat au moment de la prise de poste. Cela évite toute discussion ultérieure. Alors ceci étant, j'attire quand même votre attention sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Si jamais le contrat a bien été remis dans les 2 jours ouvrables, mais que le salarié refuse de signer, bien entendu, cela ne justifie pas une requalification. La jurisprudence a toujours pris en considération une éventuelle mauvaise foi du salarié dans la remise et la signature du contrat. Le tout est donc pour l'employeur de se préconstituer la preuve de la remise du contrat écrit, soit parce que le salarié l'a signé et que l'employeur a un exemplaire original de ce contrat, soit parce que le salarié a accusé formellement réception de la remise du projet de contrat, ou encore parce que ce projet de contrat a été mis à disposition, par exemple sur un internet de l'entreprise, et que l'employeur informatiquement peut justifier de cette mise à disposition du projet de contrat sur l'intranet de l'entreprise. Que se passe-t-il en cas de non-respect de ces formalités et de non-insertion des pensions obligatoires dans le contrat? La sanction, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, est la requalification en CDI par le juge. Cette requalification peut avoir des conséquences diverses selon le moment où elle est prononcée et présente de façon systématique un aspect financier puisque, à minima, il peut y avoir condamnation de l'entreprise à verser une indemnité de requalification équivalente à 1 mois de rémunération. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a aidé à bien cerner les règles encadrant la formalisation, la rédaction du CDD. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons tout ce qui est rupture anticipée du contrat et la requalification en CDI, c'est-à-dire vraiment de façon très précise les conséquences de cette requalification. À très bientôt. Bien.